Hello tout le monde, aujourd'hui on fait quelque chose d'un petit peu différent d'habitude, pas de conseils de déco, pas de tips d'archi, juste moi, mon parcours, mes envies, mes rêves et aussi mes galères. Parce que avant de devenir architecte d'intérieur et d'ouvrir mon agence, je suis passée par pas mal de choses et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Comme tout le monde dans ma vie, j'ai connu des hauts, j'ai connu des bas et récemment ma vie a pris un énorme tournant. Alors si tu es curieux ou curieuse, mesdames, je sais que vous êtes nombreuses sur cette chaîne, prends ton thé, ton café, ton cocktail si tu veux, installe-toi bien et on va parler. Alors comment j'en suis arrivée à devenir architecte d'intérieur? Je te raconte tout depuis vraiment le tout début, c'est-à-dire que aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré dessiner et depuis très longtemps, j'ai eu une passion pour la déco. Par exemple, au collège, quand je travaillais bien à l'école et tout ça, mon envie à la fin de l'année, c'était d'avoir un nouveau bureau. Il y en a qui auraient voulu une PlayStation ou une Game Boy. Moi, j'étais plus sur les rideaux, les bougies et la décoration. Ça a toujours été un truc qui m'a vachement plu. Aussi, quand j'ai eu la chance de voyager avec ma famille, la plupart des étés, on allait en Australie à la Gold Coast. Avec ma mère, des fois, on visitait des maisons un petit peu de rêve et j'adorais ça parce que j'essayais de me projeter en me disant comment est-ce que je meublerais cet endroit. Ah, ici, c'est carrément ma chambre et j'adorais faire ça avec ma mère. Je sais pas si j'étais vraiment douée pour ça, mais en tout cas, j'avais une appétence. Et aussi, tout au long de l'année, je sais pas si vous avez connu ça, moi, j'ai adoré les Sims, mais j'avoue qu'en fait, faire vivre les personnages, leur faire trouver des boulots, des amoureux, les faire enlever par les extraterrestres, c'était pas forcément mon délire. Moi, ce que j'aimais, c'était concevoir des intérieurs de tarés grâce au code Rosebud, toi-même tu sais. Et d'ailleurs, mon frère, il me demandait carrément de dessiner les maisons dans lesquelles il allait faire vivre ses Sims parce que il me faisait sa petite commande, je veux tant de chambres, je veux une piscine intérieure, extérieure, je veux un étage ou quoi. Et puis moi, je lui faisais la maison de ses rêves et à chaque fois, il était plutôt content. Et moi aussi. Et j'ai toujours adoré dessiner. Quand j'étais petite, on me mettait dans un coin avec une feuille et des crayons et on pouvait me laisser quelques heures. J'étais plutôt un tempérament calme et j'aimais bien me créer cette petite bulle, mon univers, raconter des histoires avec le dessin. Finalement, dessiner, ça a toujours été un peu comme un refuge et d'ailleurs, quand j'étais en prépa Beaux-Arts, pour la petite anecdote, j'avais choisi de prendre l'option bande dessinée. Alors, je savais que j'allais pas en faire mon métier, mais juste pouvoir raconter des histoires, les mettre en images, je trouvais ça super intéressant. Et puis bon, finalement, un mix de créativité, de dessin, l'intérieur, la déco, tout ça, je crois que j'étais pas mal faite pour devenir architecte d'intérieur. Côté scolaire, j'avais plutôt des facilités et bien que j'ai conscience que ce soit une chance, paradoxalement, ça m'a un petit peu desservie par moments. Franchement, j'avais pas encore le goût du travail et quelque part, je me reposais beaucoup sur ma mémoire et je faisais bien illusion auprès des professeurs, mais au travail à la maison, je faisais pas grand-chose. Donc la plupart de ma scolarité, elle s'est passée en Nouvelle-Calédonie, sauf de 2004 à 2006 où j'ai été à Tahiti pendant 2 ans donc. C'était la troisième et la seconde. Et quand je suis rentrée en Nouvelle-Calédonie en première, ma petite arnaque finalement, elle a commencé à montrer ses faiblesses. Et en fait, si je faisais illusion en classe, c'est parce que j'étais assez attentive, j'écoutais, j'étais curieuse, donc ça avançait, il n'y avait pas de souci. Mais arrivé en classe de première, mon père est tombé malade et du coup, j'avais un petit peu l'esprit ailleurs, mon quotidien était un peu chamboulé et quelque part, j'ai un peu décroché sur certaines matières comme la physique, les maths et je pense qu'il y avait aussi une part d'ego en moi qui n'avait pas forcément envie de me faire aider à cette époque ou alors j'avais pas forcément envie de gêner, je saurais pas dire. En tout cas, j'ai juste laissé le truc un petit peu pourrir jusqu'à, je vais dire, à peu près le bac. Aussi, je pense que j'étais dans une filière qui était peut-être pas tout à fait faite pour moi. En gros, en seconde, on m'a dit, t'as des bons résultats, tu veux t'ouvrir le maximum de portes, fais S. Donc, j'ai fait S. Mais franchement, je pense que j'étais pas trop faite pour ça. Bon, heureusement, une semaine avant le bac, j'ai Julien qui m'a aidé. D'ailleurs, big up si tu regardes cette vidéo. Et il m'a quand même fait passer de 6 au bac blanc à 14 au bac, ce qui est plutôt pas mal. Après mon bac, je suis partie en Australie parce qu'il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, on obtient notre bac à peu près au mois de décembre et donc si on veut attaquer la rentrée scolaire en métropole, finalement on a plusieurs mois à tuer avant septembre. Et moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu partir en Australie pour apprendre l'anglais et pour passer un diplôme de Cambridge. Surtout ce qui a été génial comme expérience, c'est que là-bas j'étais en coloc, on était 6, il y avait des Allemands, Suisses-Allemands, Brésiliens, il y avait un Coréen aussi. Et c'était une immersion totale parce que si on voulait communiquer entre nous, on était bien obligé de parler anglais. Il y avait vraiment une super ambiance, c'était un vrai coup de boost humainement et puis aussi bien sûr pour l'anglais. Et finalement, ça a été mes premiers pas vers l'autonomie parce qu'après, je savais que je devais partir faire mes études et donc m'éloigner de ma famille. Et cette expérience incroyable, elle m'est tellement utile encore aujourd'hui parce que je lis anglais, je regarde des séries en anglais, j'écoute des podcasts en anglais. Ça fait vraiment partie de mon quotidien et je me rends compte qu'aujourd'hui, ça ouvre tellement de perspectives
d'apprentissage, de découverte. Et si jamais vous en avez l'occasion de faire un séjour linguistique, je peux que vous le recommander. En 2009, j'intègre Prépart, qui est une école à Toulouse qui prépare en fait à tous les concours pour les beaux-arts, les écoles d'archi et autres. Et à l'époque, je pensais être plutôt douée en dessin, vu que les gens ils me disaient « Oh, ils sont beaux tes dessins », mais spoiler alerte, je me suis tapé des 6 toute l'année, donc en fait, je ne savais pas dessiner, en tout cas, je n'avais pas de technique, je n'avais pas de connaissances, je faisais un petit peu tout à l'instinct. Et j'ai vraiment appris pas mal de choses. Et puis surtout, j'ai découvert l'histoire de l'art. J'ai une prof qui s'appelait Danielle Delouche qui était géniale. Ça m'a permis de découvrir plein de choses. Aussi, j'ai pu faire les musées, les expositions. Il y avait une offre culturelle que j'avais pas connue forcément en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti. Et ça m'a vraiment ouvert des perspectives et ça a été une sorte de coup de foudre. Bon, par contre, j'ai aussi découvert un univers ultra compétitif. C'était un truc que j'avais jamais imaginé ça. Par exemple, on m'a volé mon carton à dessin une semaine avant que je parte pour les concours. Donc, tout mon travail de dessin de l'année disparu. J'ai retrouvé une maquette sur laquelle j'avais passé toute une semaine à la poubelle, pareil, en préparation de concours. Waouh, c'était dur quoi, cet esprit hyper compète. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de candidats et peu d'élus dans les écoles, mais moi jamais ça me serait venu à l'idée de faire ce genre de choses. J'avais même tendance à aider plutôt mes camarades qu'autre chose, et j'ai eu beaucoup de mal avec cet état d'esprit. Ça a été un vrai choc. Alors je sais pas si j'étais naïve, mais voilà, je m'y attendais pas du tout en tout cas. Bon, heureusement, ça s'est plutôt bien passé pour moi. J'ai eu l'école que je voulais. Et en gros, pour vous expliquer comment ça se passe, en tout cas comment ça se passait à l'école, on passe entre 5 et 10 concours pour être sûr d'en avoir au moins un. Donc on sillonne un petit peu la France et on fait les concours dans chacune des villes. Et à l'époque, j'hésitais encore un petit peu entre école d'architecture et école de beaux-arts. Et en fait, le fait de passer les concours, ça a fini de me convaincre. Pour moi, j'allais faire les beaux-arts. Pourquoi ? En fait, ça s'est passé au niveau des oraux. Il y a certaines écoles d'archi, par exemple, on est obligé d'envoyer ses résultats scolaires et après seulement on peut avoir accès aux oraux, alors que je me disais mais ça n'a rien à voir. Si j'ai des bonnes notes en français, en maths, en physique, pourquoi est-ce que ça ferait de moi une bonne archi ? J'avais un petit peu du mal à rester dans ce côté scolaire. Et aussi, même pendant les entretiens, c'était plus des questions d'ordre que je trouvais scolaire, alors qu'aux Beaux-Arts, on me demandait quel est le dernier livre que j'ai lu, quelle est la dernière expo que tu as vue, qu'est-ce que tu en as pensé. Et je me suis dit, là, c'est quand même vachement plus intéressant et enrichissant. Et puis, on va pas se mentir, aussi dans les couloirs attendant les entretiens, je me suis bien rendu compte que c'était 2 salles, 2 ambiances. Les écoles d'archi, je sais pas, peut-être que ça a changé, mais il y avait certains élèves, ils débarquaient à peine au concours, on avait tous, je sais pas, entre 18 et 20 ans, il y en avait qui étaient persuadés qu'ils allaient être le nouveau Jean Nouvel ou la nouvelle Zaha Hadid, alors qu'il y a quand même peu d'élus, il faut rester humble, et j'avais, cet état d'esprit-là, c'était pas trop ma came, quoi. Donc tout s'est bien passé pour moi, j'ai été acceptée aux Beaux-Arts de Lyon, là-bas ça a été génial, j'ai passé 3 années où il a fallu bosser dur, il y avait des moments qui étaient vraiment pas du tout évidents, mais ça a vachement enrichi mes connaissances, il y avait plein de matières différentes. J'ai rencontré des gens aussi qui étaient intéressants. Et donc, après 3 ans, on est sanctionné par un diplôme qui s'appelle le DNAP. Et après, on peut bifurquer, c'est-à-dire que chaque école va avoir un petit peu sa spécialité. Donc, si on veut faire de la scénographie, je sais pas, de théâtre, de danse, on va peut-être plutôt aller à Strasbourg. Si on veut spécialiser, je sais pas, dans l'art pur, ça va être plutôt les Beaux-Arts de Paris. Chaque école va être un petit peu différente. Et moi, ce que je voulais, c'était plutôt m'orienter vers le design d'espace. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'aller à Toulouse. Donc, j'ai passé une équivalence pour intégrer l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Aux Beaux-Arts de Toulouse, tout n'était pas rose, mais c'était quand même une super expérience. La grosse différence avec les années précédentes, c'est que quand tu es en 4e, 5e année, le sujet, il doit venir de toi. Et finalement, d'avoir une page blanche et de pouvoir faire exactement ce que tu veux, des fois, ça peut être un peu bloquant. Finalement, le fait d'avoir des contraintes, c'est un petit peu comme le doigt qu'on pose sur le jet d'eau, ça permet d'aller plus loin. Et là, il y avait plein d'élèves, je n'étais pas la seule, où au début d'année, on galérait un peu. Bon, au final, ça s'est bien passé. J'ai trouvé un sujet qui me tenait à cœur pour mon mémoire et pour mon oral de fin d'études, et je l'ai eu, donc tout va bien. Après 5 ans aux Beaux-Arts, je sentais qu'il me manquait quelque chose. C'était en fait le concret, savoir suivre un projet. Qui du plombier, de l'électricien ou du carreleur passe en premier ? Ça, à l'école, on nous disait, t'apprendras sur le tas. Sauf que moi, j'avais pas envie de perdre trop de temps. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite dans une école, le CFPCT, donc c'est une école qui forme à la conduite de travaux dans le bâtiment. J'ai énormément appris et notamment, j'ai énormément appris parce que j'étais en formation en alternance et les mois que j'ai passés dans une boîte de maîtrise d'œuvre d'exécution ont été hyper formatrices.
J'avais des collègues vraiment super, un patron au top et ça m'a formée à la réalité du terrain. On gérait plutôt des grands chantiers de plusieurs dizaines de logements et donc ça a été un moment de ma vie où j'ai accumulé pas mal d'expérience. Fin 2016, décide de rentrer sur mon petit caillou, donc en Nouvelle-Calédonie. À la base, je m'étais dit je vais plutôt poster des CV et espérer pouvoir trouver un job. Alors je m'étais dit je vais plutôt repartir dans la maîtrise d'œuvre d'exécution pour vraiment bouffer du chantier encore quelques années jusqu'à mes 30 ans pour après me lancer full-time dans mon agence. Donc c'est à peu près ce que j'ai fait et en 2019, un peu avant mes 30 ans, je me suis lancée, j'ai ouvert mon agence d'archi d'intérieur. Franchement, tout s'est bien passé. Chaque année, je faisais un petit peu mieux que la précédente. J'avais des clients, ils étaient satisfaits, je vivais mon rêve, je développais mon activité. Et là, je ne sais pas si vous avez suivi les infos, mais en Nouvelle-Calédonie, ça a été une crise sans précédent. Il faut s'imaginer qu'il y a plusieurs centaines d'entreprises quand même qui ont été brûlées. Donc forcément, les gens ont perdu leur emploi. Le peu d'entreprises qui restaient, ils ont perdu leurs clients parce que voilà, c'est un cercle vicieux, on n'a plus de sous, on consomme plus et du coup, ça ne s'arrête pas. Et bien entendu, l'architecture d'intérieur, c'est génial, mais c'est pas la priorité. Là, la priorité, c'est de savoir comment on va se loger, qu'est-ce qu'on va pouvoir bouffer, est-ce que je vais retrouver un travail. Et donc forcément, j'ai plein de projets qui se sont arrêtés net, des clients qui ont fait marche en arrière et je les comprends totalement. Mon conjoint aussi, il est dans un secteur qui a été très sinistré parce qu'il est agent immobilier. Donc les années précédentes, ça avait bien marché pour lui, mais là, ça s'est effondré d'un coup. Donc face à tout ça, et aussi parce que mon conjoint a une opportunité de travail, on a décidé d'essayer de se reconstruire ailleurs. Et donc en avril 2025, on quitte le territoire et on part s'installer sur Montpellier. Dans toute cette période de flou et de transition, finalement j'ai eu du temps et puis j'avais ce petit projet qui me trottait en tête depuis un moment. Je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi sur YouTube. Donc ça, c'était en juillet 2024. Et là, au moment où on se parle, enfin, au moment où je filme, on est en février 2025. Et je vais bientôt passer la barre des 2000 abonnés. Donc, je suis super contente. Franchement, au bout de quelques mois, je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes qui pourraient être intéressées par ce que j'ai à raconter. Et je suis vraiment ravie que vous soyez là. Ça m'encourage à poursuivre. Et surtout, j'espère que ce n'est que le début. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin parce que j'ai un autre projet en tête. C'est créer la formation que j'aurais rêvé de suivre. Parce que j'ai fait certes 8 ans d'études, mais au final, je pense que de tout ce que j'ai appris, si j'utilise 5%, c'est le bout du monde. Et finalement, tous les outils, je les ai trouvés au fur et à mesure. Je me les suis construits aussi pour certains. Je me tiens à jour des logiciels, etc. Et tout ça, ça m'a pris du temps. Et au départ, si quelqu'un m'avait expliqué la réalité du métier, que c'est pas juste être sur la partie créative, mais aussi sur la partie opérationnelle, savoir aussi comment trouver des clients. Ça, c'est le genre de choses qu'on ne va pas nous apprendre à l'école. J'aurais vraiment rêvé d'avoir cette formation-là. Et du coup, je me suis dit que j'allais tout simplement la créer. Et aussi, plus égoïstement, on va dire, j'ai remarqué que lorsqu'on voulait affiner son expertise, finalement, d'enseigner aux autres, c'était la meilleure façon de le progresser. Je m'explique. Je fais de la danse depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 3 ans. Et il y a quelques années, j'ai finalement passé le pas de donner des cours de danse. Et j'ai vachement plus progressé. J'arrivais à un moment où je stagnais un peu. Et le fait de devoir réfléchir à ce qu'on fait, d'essayer d'avoir un retour aussi avec des gens qui peut-être ne comprennent pas le mouvement, l'élément de la même façon que nous, qui peuvent nous poser des questions qui nous fait que nous, on va réfléchir aussi autrement. On peut avoir des retours peut-être sur des méthodes plus intéressantes que celles qu'on appliquait. Et c'est pour ça que je me dis que finalement, l'enseignement, ça peut être aussi un super complément pour me développer mes compétences et les partager avec des gens parce que j'adore aussi ça, pouvoir aider les autres et partager mon savoir. Donc la formation, elle est en cours de création. L'idée, c'est que ce soit beaucoup plus concret et pratique que les écoles classiques. Et d'ailleurs, j'ai commencé par créer une formation donc gratuite qui est dans le lien en description. Voilà mon parcours, mes hauts, mes bas et ce nouveau chapitre que j'écris en ce moment même. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, par exemple, si vous voulez que je développe un peu ce que j'ai pu apprendre, je sais pas, aux Beaux-Arts ou quoi. N'hésitez pas aussi, dites-moi un peu votre parcours à vous, si jamais vous êtes architecte d'intérieur ou même si vous l'êtes pas. Est-ce que ça a été aussi un petit peu chaotique comme ça? Je serais très curieuse d'apprendre de votre expérience et tout simplement de discuter avec vous. Aussi, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce, ça fait toujours plaisir. Vous abonner et nous, on se dit rendez-vous mercredi prochain parce que je publie des vidéos chaque mercredi et c'est pas prêt de s'arrêter. Allez, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!